OK. Donc, l'enregistrement est commencé. Comme à chaque fois, vous pouvez évidemment poser vos questions dans le chat. Monsieur Morin nous accompagne aujourd'hui. Ça que s'il y a des questions, il va et qu'il peut y répondre, il va y répondre via le chat. Sinon, ça va m'orienter sûrement dans le genre de numéro que je vais faire. C'est que n'hésitez pas à mettre des commentaires dans le chat. Est-ce que ça va pour tout le monde? Il y a des gens qui essaient de se connecter dans le moment avec la mauvaise, avec une adresse qui ne vient pas du Collège Laval. C'est que si vous avez des amis qui vous écrivent qui disent je ne suis pas capable de rentrer, souvent c'est parce que je refuse tous ceux qui ne sont pas du collège. C'est que juste leur dire c'est peut-être pas la bonne adresse courriel avec laquelle tu essayes de te connecter. Évidemment, comme vous le savez, il y a un match du Canadien ce soir en même temps. Ça qu'il y a des bonnes chances que vous voyez des notifications apparaître sur mon iPad parce que c'est pas parce qu'on a une récupération puis de la physique qu'il faut pas que je me tienne au courant des choses essentielles de la vie, soit le Canadien de Montréal. Sur ce, c'est parti, mon kiki. Pour être capable de faire Newton, équilibre statique, tout ce chapitre-là, la notion de vecteur est vraiment essentielle. Puis là, je vais faire un petit rappel là-dessus. Parce qu'il y en a qui accrochent sur certains termes liés au vecteur. Premièrement, on se rappelle que quand on faisait des vecteurs, disons que j'avais un déplacement par là, puis par là, puis par là, puis par là. J'avais 4 déplacements. Les vecteurs peuvent être placés n'importe où sur le plan cartésien. Ça se peut qu'initialement, ces 4 vecteurs-là, je vous les ai placés ici, comme ça. Mais je peux les déplacer puis les mettre bout à bout. C'est ce que j'ai fait là. Hein? Je les ai mis bout à bout. Et la somme de tous ces vecteurs-là, les mettre bout à bout, c'est faire une somme. La somme de tous ces vecteurs-là, on appelle ça le vecteur résultant. Il y en a beaucoup qui ont accroché sur le terme résultant. La résultante, c'est la somme de tous les vecteurs ou la réalité, ce qui se passe dans la réalité ou à la fin. Petit rappel également pour les vecteurs, je vous conseille très fortement, quand vous avez des vecteurs, de trouver la composante en X puis en Y à chaque fois. À chaque fois que tu as un vecteur, trouve la composante en X puis en Y à l'aide de sin et cos. Et là, faites attention parce que vous avez pris des habitudes de toujours dire, mettons, la force gravitationnelle en X, c'est égal à Fg. Fg sin de l'angle. Des fois, ça vaut la peine de réfléchir parce que cette formule-là, elle est vraie uniquement quand un objet est sur une pente. Hein. Quand on l'a vu, quand un objet est sur une pente, j'ai la force gravitationnelle qui est toujours parfaitement verticale. Je repars de mon point de départ. Je m'en vais parallèle au mouvement pour trouver ce que vous appelez Fg de x et perpendiculaire pour trouver Fg de y. Parce qu'évidemment, dans ce cas-ci, j'ai tourné mes axes. C'est que dans ce cas-là, c'est vrai que Fg de x est égal à Fg sin θ. Sauf que si j'ai une masse sur laquelle je tire comme ça, ben la composante, et que je connais cet angle-là, ma composante en x, ce n'est pas sin, c'est cos. Ça, c'est vrai quand tu cherches la force gravitationnelle d'un objet sur une pente. Moi, ce que je vous conseille, c'est de ne pas prendre pour acquis ça et d'à la place aller tracer votre angle et de déterminer est-ce que c'est le côté adjacent ou c'est le côté opposé. Donc, est-ce que j'utilise sin ou est-ce que j'utilise cos? Est-ce que ça va pour cette petite notion-là sur les vecteurs? Je pense qu'il y a M. Aboudaka qui avait levé la main. Est-ce que c'est encore le cas?
Oui, c'était juste une petite question. Juste pour m'assurer, est-ce que FGX sur un plan incliné, c'est la même chose que la force efficace? Oui, C'est bon, merci. mais je tripe vraiment pas. Je vous le dis, ça, en même temps, tu mets ça dans un examen, moi, ça me dérange pas du tout, là. Mais je ne tripe vraiment pas sur cette nomenclature-là. Je préfère qu'on l'appelle la force efficace parce qu'on va en avoir besoin de cette nomenclature-là quand on va parler de travail. D'autres questions là-dessus? Pour la notion de vecteur, le petit résumé sur les vecteurs? Non? Alors maintenant, on va faire un petit résumé sur les forces. Parce que là aussi, il y en a qui ont accroché sur des mots. Euh, on a grosso modo 5 mots qu'on va revoir souvent. Là. FG, qui est la force gravitationnelle, qu'on peut trouver grâce à la formule. On rappelle qu'on peut trouver la valeur d'une force tout le temps à l'aide de la formule F égale ma, dans laquelle M est en kilogrammes. A, c'est l'accélération en mètres par seconde carré et F va nous donner donc une force en newton. L'exception, en gros guillemets, c'est la force gravitationnelle où la force gravitationnelle est égale à mg. Mais dans les faits, là, ça, c'est ma. C'est juste que A, c'est égal à 9,8 et souvent, ce 9,8-là, on va l'appeler G. Mais que tu utilises MA ou MG, dans ce cas-là, ça ne change absolument rien. L'important, c'est que tu as utilisé 9,8. Est-ce que tu vas utiliser 9,8 ou moins 9,8? Ben là, il y a une question de liberté, libre à toi. Si tu utilises la notion de vecteur, le vecteur, je te rappelle que ça a toujours une grandeur et une direction. Donc, dans un plan cartésien, un vecteur de moins 9,8, mettons gravitationnel, c'est en Y, irait vers le bas. Et un vecteur de plus 9,8 irait vers le haut. Ça, c'est quand tu utilises la notion de vecteur. Si tu utilises les grandeurs, ce qui est important, c'est que cette grandeur-là ici a une valeur de 9,8 et cette grandeur-là a une valeur de 9,8 également. Et on va voir à certains moments où je vais vous parler plus souvent de vecteurs et à d'autres plus souvent de grandeur. Moi, j'utilise vraiment la notion de grandeur dans ce chapitre-là. Je trouve ça plus simple de garder les affaires en positif, mais après ça, il y a une question personnelle. Je risque d'en faire un peu les deux manières. Alors, ça, c'était la force gravitationnelle. Deuxième force qu'on va voir souvent, c'est la force de tension, qu'on va souvent appeler juste la tension. La tension, c'est dans une corde à peu près tout le temps, là, automatiquement, une corde, un élastique, ben, vraiment plus une corde. Euh, c'est à quel point on est en train de tirer fort d'un bord puis de l'autre sur cette corde-là. Ce qui est important à savoir, c'est que la corde, mettons qui passe au travers d'une série de poulies, aura toujours la même tension. Si j'ai une tension de 25 newtons ici, la grandeur de la tension là sera également 25 newtons. Là aussi, là aussi, là aussi. Sauf qu'évidemment, dans ce cas-ci, mon 25 newtons il est uniquement en X. Là, j'ai une composante en X et en Y de ma tension. Là, j'ai une composante en X puis en Y de ma tension, etc. Si j'en avais une tension uniquement comme ça, à la fin, ben là, ce serait ma tension, ça serait 25 newtons vers euh, verticale. Sauf que si tu finis par faire Pythagore de ta composante en X et en Y ici, ça devrait donner 25 à chaque fois. Alors ça, c'est la tension. La tension est toujours la même dans une corde. Euh, la force efficace maintenant, c'est la force parallèle au mouvement. Et quand on dit parallèle, c'est pas automatiquement dans la même
euh, direction. Je m'explique. Si tu roules sur l'autoroute dans cette direction-là et que tu croises quelqu'un de l'autre côté, ce qui arrive quand même souvent sur une autoroute, dans cette direction-là, évidemment, à moins que vous soyez en Angleterre, devrait être l'inverse. Mais vous êtes sur vous avez des mouvements qui sont parallèles. Mademoiselle Silman, la force de tension résultante qui est de 25 newtons, ça veut pas dire grand-chose, cette phrase-là. Voulez-vous prendre le micro? Oui, mais c'est dans le fond, c'est comme Socrates, genre Pythagore, qui va nous aider à trouver 25. C'est comme la finale qui est de 25. La force, je sais pas comment l'expliquer, la force résultante étant genre la flèche diagonale, elle est 25, autant que la flèche genre verticale. Ouais, résultante est vraiment pas le bon terme. La valeur de la tension dans chacun des endroits, là, 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 c'est tout le temps 25. C'est que forcément, sur ce segment-là, c'est 25. Sur ce segment-là, c'est 25. Sur ce segment-là, c'est 25. Mais pas en X et Y. En X, Y, il faut le trouver avec genre cos ou sed. Exactement. Mais Pythagore de ça, tu fais Pythagore à partir de ici puis de là, ben, ça va te donner 25. D'accord, c'est bon, merci beaucoup. De rien. Euh, dans Zaltran. Le truc que c'est 25 partout, ça c'est juste quand les cordes sont genre sur des poulies. En général, là, quand c'est la même corde, c'est vrai, c'est un peu plus vrai quand c'est des poulies, mais quand c'est la même corde, souvent on va la mettre sur des poulies pour négliger le frottement de la poulie. Mais quand c'est la même corde partout, c'est 25. Ben, c'est pas 25, non, c'est tout le temps la même partout. Ok, mais s'il y avait un numéro dans le cahier blanc, c'était pas la même partout. Ouais, il est bizarre ce numéro-là, moi, t'avouer, franchement. Ok. 109 genre que j'en. Oh, ouais, ben dans les 100. Mais ok, fait qu'on dit que c'est 25 partout. Ouais, puis la preuve de ça, là, c'est suppose que tu as une corde, OK, qui tu tires sur quelque chose. OK, tu tires sur quelque chose comme ça, regarde. Puis ici, tu as un gros lousse, là. Qu'est-ce qui va se passer? Mais c'est un gros lousse, automatiquement, tout ça va se retendre, là. Ça ne restera pas de même, ça ne restera pas lousse, c'est sûr. On est d'accord? Ouais. C'est que la tension va être la même partout. C'est Oui. c'est bon? Oui. OK. Donc, la force efficace, c'est la force parallèle au mouvement. Évidemment, quand tu as un objet qui descend une pente, ton mouvement va être comme ça. Que ce soit vers le haut, vers le bas, on s'en fout. L'important, c'est que ce soit parallèle au mouvement. C'est que ta force efficace, ça va être comme ça. Si tu tires sur un bloc qui est sur le sol, mais ton mouvement, il va suivre le sol. C'est que ta force efficace, elle est comme ça. C'est bon pour tout le monde? Ça, c'est la force efficace. Maintenant, c'est qu'on a 1, 2, 3, 4. La force perpendiculaire. Ben, 1-0 Toronto. La force perpendiculaire, elle est perpendiculaire à la surface. Donc, elle est souvent aussi perpendiculaire, très, très, très souvent aussi perpendiculaire au mouvement. Euh, et c'est important de trouver cette force-là particulièrement quand on va aller parler du frottement. Et on se rappelle que dans le cas ici, que je vais retracer là parce que ça ne sert à rien de. J'ai ma force gravitationnelle ici. On a parlé de la force efficace qui est là et au bout de la force perpendiculaire. Et finalement, en lien avec la force perpendiculaire, il y a la force de frottement.
La force de frottement, la formule, c'est mu, qui est le coefficient de frottement, qui varie en fonction des surfaces en contact. Vous ne pouvez pas connaître les coefficients de frottement par cœur, c'est impossible. Il y en a beaucoup trop. C'est que souvent, soit qu'on te le donne, soit que ça fait partie de la question. Donc, mu multiplié par la force perpendiculaire. C'est pour ça que c'est particulièrement important d'aller la trouver, la force perpendiculaire-là, parce que mu fois la force perpendiculaire, ça va donner la force de frottement. Effet intéressant dans la force de frottement, il est toujours opposé au mouvement. Donc là, il n'est pas seulement parallèle au mouvement, il faut savoir la direction du mouvement. Ce qui veut dire que dans un objet qui descend comme ça, okay, son mouvement y est par là, la force de frottement va être comme ça. Mais dans un objet, le même objet qui cette fois-ci monte, dans ce cas-là, la force de frottement va être de même. Ce qui fait que dans ce cas-ci, la force efficace, non, je vais en faire un autre tantôt. Mais il y a des fois où la force de frottement et la force efficace s'additionnent. Il y a des fois où la force de frottement et la force efficace se soustraient. On verra un exemple tantôt. Et finalement, la différence entre Newton et la statique n'est pas super simple. Elle n'est pas super compliquée, excuse. Dans Newton, la somme des forces n'égale pas zéro. Ça veut dire que tu as une force qui est plus grande que les autres, ce qui fait que ta force est égale à MA. Si ta force n'est pas zéro, mettons 1 Newton, ben tu as une masse quelconque, mettons 0,5 kg, tu es capable de trouver l'accélération, 2 mètres par seconde carré. Dans Newton, ça, ce n'est pas zéro, donc ça, ce n'est pas zéro. À l'inverse, en statique, la somme des forces égale zéro. C'est exactement le même genre de chose, sauf que la somme des forces égale zéro. Ce que ça veut dire, c'est que F égale MA. F, c'est 0 Newton, multiplié par une masse quelconque est égal à, une masse quelconque de 0,5 kg, fois une accélération, ben forcément, il faut que ton accélération elle soit de 0 mètre par seconde carré pour que 0,5 fois 0, ça donne 0. Et ça, c'est important de dire que ça ne veut pas dire que l'objet est automatiquement immobile. Ça se peut qu'il soit immobile. C'est possible qu'il soit immobile. Mais ça veut surtout dire qu'il n'accélère pas. Donc, si ton objet avait déjà une vitesse initiale, ben, il va garder sa même vitesse initiale. Un exemple de ça, c'est quand tu roules à 100 km/h sur l'autoroute. Quand tu roules à 100 km/h sur l'autoroute, ton auto, elle subit une force de... Mettons que ton auto, elle s'en va par là. OK? Ton auto subit une force de frottement. En plus de ça, ton moteur donne ce qu'on va appeler une force motrice ou la force du moteur. Bien, ces deux forces-là sont égales. Et la force de frottement et la force motrice sont égales. Ça veut dire que la somme des forces en X est égale à 0. Ce que ça fait, c'est que tu gardes ta vitesse. Tu restes à 100 km/h. Est-ce que ça va là-dessus? Monsieur, pouvez-vous Oui, répéter qu'est-ce que vous avez dit? J'ai pas bien compris. oui, j'ai dit. Est-ce que ça va? Tout le monde a compris? Non, moi, j'ai pas compris. Ben, Ah! qu'est-ce que vous avez dit avant ça? Ah! Dans le fond, Ouais. j'ai dit que quand la somme des forces est égale à 0, ta vitesse reste constante. Puis quand tu roules à 100 km/h, ta force de frottement qui te tire, qui t'empêche d'avancer, puis la force du moteur, les deux sont égales. Ça, c'est égal à ça. OK? Ça veut dire que... Et là, on va pouvoir faire... Regarde, je vais prendre le temps de faire la différence entre les vecteurs puis les grandeurs.
suppose une force de frottement de moins 250 newtons. Pourquoi moins 250? Parce que sur mon plan cartésien, ça va vers la gauche. Donc, la force de mon moteur, c'est 250 newtons vers la droite. Mais si je fais la... Et quand j'utilise les vecteurs ont une direction, donc les signes sont importants. Quand je fais les vecteurs, j'utilise la somme des forces en X est égale à 0. Donc, 0 est égal à force de frottement plus une somme, hein? Donc c'est automatiquement plus la force du moteur. Donc, moins 250 newtons plus 250 newtons, c'est égal à 0. Comme la force, ça c'est, et la somme des forces en X, on pourrait dire que c'est la force résultante. C'est la somme des forces. La force résultante en X. Comme la force résultante est égale à 0, ça veut dire que la force résultante, c'est égal à la masse multipliée par l'accélération résultante. Donc, 0 est égal à la masse du véhicule, je ne sais pas moi, 1 tonne, 1000 kg. Est égal à l'accélération résultante, bien automatiquement, par quoi je multiplie 1000 pour que ça donne 0? Automatiquement 0. Ça veut dire que tu n'as pas d'accélération. Ça veut dire que ton véhicule, s'il allait au départ à 100 km/h, comme il n'y a pas d'accélération, il va continuer à rouler à 100 km/h. La somme des forces est égale à 0. Si à la place des vecteurs, tu vas utiliser le concept de grandeur, bien dans ce cas-là, la différence, c'est que tu vas dire la somme de toutes les forces qui vont vers la gauche doit être égale à la somme de toutes les forces qui vont vers la droite. Et quand tu fais ça, à la place d'utiliser moins, regarde ça, je vais le mettre en bleu. À la place d'utiliser 250, moins 250, tu vas utiliser 250. Tu vas faire la valeur absolue de toutes tes forces. Et ici, tu vas avoir 250. C'est que la somme de toutes les forces vers la gauche, c'est quoi? 250 newtons. Il faut que ce soit égal à la somme de toutes les forces vers la droite, 250 newtons. Dans ce cas-là, j'ai une situation d'équilibre. Si j'ai une situation d'équilibre, c'est parce que ma force résultante est égale à 0. Puis là, tu as la même logique. Est-ce que ça Ok, va? c'est bon. Ouais, c'est bon, merci. De rien. Mademoiselle Savaria, vous mettez un peu trop d'énergie sur le mot force motrice. En fait, j'aurais très bien pu, à la place, appeler ça la force 1. Tu sais, le nom n'est pas très important. Là, je pense qu'il y a plusieurs personnes qui ont levé la main. Mademoiselle Toibi, vous avez levé la main. Est-ce que vous pouvez juste remontrer ce que vous avez écrit pour gravitationnel? Ça? Oui, merci. De rien. J'ai cru voir Mademoiselle Kala qui avait levé la main, mais je ne suis pas sûr à 100%. J'ai accroché le bouton. OK, c'est bon. Mademoiselle Savaria. Avec la formule de force de frottement puis tout, si on est sur genre un plan qui est comme plat, est-ce que on considère que genre notre force perpendiculaire, ça serait comme notre force gravitationnelle? Ou on peut pas faire ça? Mettons dans le cas de notre véhicule, là, ici, là. On sait que notre force gravitationnelle est parfaitement verticale. Comme notre route, elle est horizontale, automatiquement, ma force gravitationnelle, elle est perpendiculaire à ma surface. Donc, ma force perpendiculaire, dans ce cas-là, est égale à ma force gravitationnelle. Mais dès qu'il y a un tout petit angle, ce n'est plus vrai. Même pas à 100%, c'est juste plus vrai. Ça va, Mademoiselle Savaria? Oui, merci. De rien. Monsieur Boudaka? C'est la même question qu'Audrey. En fait, si c'est sur un plan incliné, est-ce que la force perpendiculaire, ce serait FGY?
J'haïs ça, ce mot-là. La force gravitationnelle en Y, c'est-tu mieux? T'as FG qui est ici. Tu vas avoir la force efficace qui est comme ça. Et au bout de celle-là, tu vas avoir la force perpendiculaire que tu vas trouver avec cos. Moi, c'est ça que je te dis. C'est bon, merci. De rien. Est-ce que Mademoiselle Andrews avait levé la main ou c'est moi qui ai rêvé? C'est moi qui ai rêvé. OK. Ça fait le tour de la section théorie en une demi-heure. Je dirais que ça a quand même du sens. On va aller faire un ou deux exercices ensemble. Puis après ça, je vais répondre aux questions. Alors, dans un plan incliné, l'angle entre la... J'ai un plan incliné, comme ça. Boum, boum, boum. Ici, 45 degrés. J'ai une masse qui est de 10 kg. Une seconde. OK. C'est que j'ai une masse de 10 kg et je force ici avec une force de 150 newtons. Plusieurs questions. Premièrement, une seconde, j'ai oublié de faire un calcul quand j'ai préparé ça. OK. Mon coefficient de frottement, c'est 0,216. La question, il y en a plusieurs. Quelle est la force de frottement? Et quelle sera l'accélération de ma masse? Alors, première chose à faire dans ce cas-ci, j'ai automatiquement ici, je vais aller faire le diagramme de corps libre. J'ai ma masse qui subit différentes forces. La première, elle subit 150 newtons par là. Comment je le sais? Parce que si je tire de 150 newtons ici, ben, j'ai la même tension partout. Ça veut dire qu'ici, j'ai également 150 newtons par là. Ensuite, là, elle subit la force gravitationnelle. Puis, la force de frottement qui s'oppose au mouvement parce qu'on va prendre pour acquis que il va vers le haut, mais vous remarquerez qu'on aurait pu trouver dans quelle direction ça allait. Alors, commençons par aller trouver la force gravitationnelle. Je sais que la force gravitationnelle, c'est égal à 9,8 fois la masse de 10 kg, donc 98 newtons. Je sais, si je veux trouver, dans ce cas-ci, la force efficace, parce que j'ai ma masse, force gravitationnelle, force efficace, puis force perpendiculaire. La force efficace, c'est égal à FG. Mon angle ici, c'est 45, sin de 45. Donc, dans ce cas-ci, 98 sin de 45. Donc, 69,30 à peu près newton. Et je peux également aller trouver ma force perpendiculaire en faisant FG cos de 45, donc 98 cos de 45. Et comme c'est 45, ça devrait normalement donner la même affaire, 69,30 newtons. Pourquoi je suis allé trouver FG cos de 45? Parce que
je vais être capable de déterminer ma force de frottement à l'aide de la force perpendiculaire. Ma force de frottement, c'est égal à mu fois ma force perpendiculaire. Donc, mu, c'est 0,216 fois ma force perpendiculaire, 69,30 newtons. Oups, j'ai fait une erreur de calculatrice. Oups. J'arrive donc à, grosso modo, 15 newtons de force de frottement. Je vais aller refaire mon diagramme de corps libre. Quelle force s'applique? Bien, j'ai ma force de frottement de 15 newtons. J'ai ma force efficace de 69,30 newtons et j'ai ma force de tension de 150 newtons. J'ai mis mon frottement par le bas parce que c'est sûr que ma masse, ça va vers le haut. Pourquoi? Parce que quand tu tires de 150 newtons par là et que ta force efficace se tire vers le bas de 69,30, bien entre les deux, la différence, c'est comme si, dans les faits, ta masse était tirée de 150 moins 69,30, 80,7 newtons vers le haut. Donc, automatiquement, ma force de frottement, elle s'oppose à ce mouvement-là. C'est que dans les faits, c'est pas vraiment 80,7, c'est 80,7 moins le frottement de 15, 65,7 newtons. Quelle sera l'accélération? Bien, ta force est égale à MA, donc 65,7 newtons est égal à 10 kg multiplié par A, donc 6,57 mètres par seconde. Elle va quand même assez vite, la masse. Et là, évidemment, si je te donnais, et c'est là où ça devient particulièrement intéressant, c'est qu'on peut faire des liens. Si je te donne cette distance-là ici et la vitesse initiale de 0, ben, je pourrais te demander la vitesse finale ou le temps. On pourrait très bien aller faire un lien avec MRUA ici. Mademoiselle Wadden. Oui, j'ai un peu de la misère avec la force perpendiculaire parce que perpendiculaire par rapport à quoi? À la surface. Ok, mais nous, qu'est-ce qu'on a trouvé? C'est. La Ok, force puis perpendiculaire à la surface. ok, puis nous, notre 63, est-ce que je pouvais juste montrer c'est où qu'il y a de la force de 63? 69,3. Ouais. Dans le fond, tu as trouvé ta force gravitationnelle, Ouais. une force efficace ici, puis une force perpendiculaire là. Mais comme c'est des angles de 42 degrés, les deux sont à 69,3 newtons. J'ai vu ça passer vite, vite, mademoiselle Rouillard. J'ai pas de formatif, mais je vous ai envoyé une tonne d'exercices sur Didacti aujourd'hui. C'est relativement semblable à un formatif, pour être franc. Il y en a qui sont légèrement difficiles, mais ça vous donne vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup d'exercices. Mademoiselle Slimane. Oui, j'ai une question à propos de la force efficace. Je comprends pas vraiment c'est quoi comme son rôle. Genre, je sais elle est où et comment vous l'avez calculé, mais comme c'est quoi qu'elle fait exactement? OK. Tu prends un objet que tu laisses tomber. Ça va vraiment tomber rapidement. On est d'accord? Oui. Tu prends le même objet, puis tu le mets sur une pente comme ça. Il va tomber un peu moins rapidement parce que la gravité le tire vers le bas, mais il y en a juste une partie qui va être orientée comme ça. Il y en a une autre partie qui va être utilisée pour le garder collé sur la surface. Ça va? Mhm.
Puis tu prends le même objet, mais tu le mets sur une pente comme ça. Dans ce cas-ci, il y a une très grosse partie qui va être utilisée pour le coller sur la surface. Celle-là. Et il y en a une petite partie qui va être utilisée pour le faire descendre. C'est pour ça que plus ta pente a un petit angle, moins ton objet va descendre rapidement. Ok, donc dans le fond, la force efficace, ça va toujours être dirigée comme vers la gravité, donc vers le sol. Oui. Et c'est pour ça que... Ouais. Dans ce genre de pente-là, oui. Sinon, c'est parallèle au mouvement. Par exemple, non, ça n'a pas de sens comme situation. J'allais tirer dessus, mais jamais je tirerais sur une auto. Tu tires comme ça. Ton mouvement, il est comme ça. Ta force efficace, elle est parallèle au mouvement. Dans les faits, si tu tires vers le haut comme ça, il y a une partie de la force qui sert à faire, entre guillemets, décoller le bloc du sol, celle-là. Puis il y a une partie de cette force-là qui sert à tirer pour de vrai. Si tu veux vraiment pas perdre d'énergie, ce qu'il faudrait que tu fasses, c'est que toute cette force-là, mettons 100 newtons qui est là, il faudrait que toute cette force-là soit parfaitement horizontale. Ok, mais ici, la force efficace, c'est pas vraiment en lien avec la force comme gravitationnelle. Non, Ok, c'est bon. Merci. de rien. Mademoiselle Toabi. Pour la force résultante, vous avez soustrait la force efficace et la force de frottement? La force résultante dans ce cas-ci, c'est la somme de toutes les forces qui vont dans une direction. Là, moi, j'ai orienté mes axes comme ça. On s'entend? X, Y. C'est que là, ma force résultante, là, c'est 150 moins 69,30 moins 15 newtons. Ou si tu préfères l'utiliser en vecteur, ben toi, tu pourrais très bien dire 150 plus moins 69,30 parce que le 69,30 est vers le négatif de mon axe, plus moins 15 newtons parce que le 15 newtons aussi il est vers le négatif de mon axe. Est-ce que ça va? Oui. Mademoiselle Savaria. Je comprends toujours pas pourquoi est-ce que la force efficace, ça va pas avec le mouvement ici. Comme le mouvement, il va faire le haut, mais pourquoi est-ce que Ben, ici, parce que tu ça tires va plus le fort bas? dessus que la gravité tire dessus. Mais la force, la, quoi? Tu tires plus fort sur la masse vers le haut que la gravité tire dessus vers le bas. Donc, la force efficace, ça va pas toujours avec le mouvement. C'est toujours parallèle au mouvement, mais pas nécessairement tout le temps dans la même direction. Ben, en fait, celle-là, OK, je comprends où t'accroches. Ça, ce serait la force efficace gravitationnelle, si tu préfères le nommer comme ça. C'est long pour rien, là. Mais c'est la partie efficace de la force gravitationnelle. Ça t'aide-tu, ça? Et la force efficace en tant que telle, ce serait quoi sinon? Ce serait le 150 newtons. Non, je l'appellerais pas force efficace, point, là. Je l'appellerais à la limite force résultante. Et la force efficace ici, ce serait comme FGX. Ouais, si tu veux. Ok, d'accord. Merci. De rien. Il y avait quelqu'un d'autre qui avait la main levée, mais j'ai pas vu c'est qui. C'est bon, ça va. Oui, c'était moi, mais c'est correct, j'ai compris. Moi aussi, j'étais mélangée avec le 69,3. OK. Euh, ouais. On va en faire un dernier, puis après ça, je vais répondre aux questions.
On va en faire un où on tire en angle. J'ai-tu manqué les questions? Hein? J'ai pas tout vu partout. OK. J'ai 15 kg, mu 0,25. Et je tire comme ça avec une force de 20 newtons à 22 degrés. Et M. Morin essaie de me nuire. On va se complexifier la vie. M. Morin essaie de me nuire en tirant à 17 newtons, mais 32 degrés. La question, quelle est l'accélération réelle? Mais si je vais faire mon diagramme de corps libre, qu'est-ce qui se passe? Premièrement, il y a FG qui s'en va comme ça, qui est 15 fois 9,8 newtons. J'ai de mon 20 newtons ici, j'ai deux composantes. Celle-là, 20 cos de 22, qui est en X, et celle-là, vers le haut, 20 sin de 22, qui est en Y. Et ici, j'ai 17 cos de 32, qui est en X, et vers le haut, 17 sin de 32. Et en plus, je vais avoir un frottement, une force de frottement, parce que j'ai mu. Je vais avoir une force de frottement, mais je n'ai dans le moment aucune idée dans quelle direction elle va être. Je vais commencer par aller trouver des réponses. 17 cos de 32, ça vaut 14,42 newtons. 17 sin de 32, ça vaut 9 newtons. 20 cos de 22, ça vaut 18,54 newtons. 20 sin de 22, ça vaut 7,49 newtons. 15 fois 9,8, ça vaut 147 newtons. C'est que si je résume, je vais refaire un diagramme de corps libre. J'ai FG comme ça, qui est égal à 147 newtons. Vers le haut, j'ai 9 newtons par là, 7,49 newtons. Vers la gauche, 14,42, puis vers la droite, 18,54 newtons. Ma force, je vais commencer par regarder mes forces en Y. Si je regarde juste Y, qu'est-ce que ça donne? 147 newtons vers le bas, 9 vers le haut, 7,49 vers le haut. Ça veut dire que la somme de toutes mes forces vers le haut, c'est égal à... J'ai été paresseux. Là-dessus, j'aurais pu le faire mentalement. 16,49 newtons. La somme de toutes mes forces vers le bas, c'est égal à 147 newtons. Ça fait que verticalement, qu'est-ce que ça me donne? Ça me donnerait l'équivalent d'une force vers le bas de 147 moins 16,49 newtons. Donc, 130,51 newtons. Fait que ça va être, regardez mon résultat final, 130,51 newtons. Latéralement, maintenant, tu as 14,42 vers la gauche. Monsieur, désolé, j'ai une question. Oui. Ce serait pas moins 130,51 vu que c'est vers le bas? Ou non? Ouais, mais c'est parce que toi, tu le fais en vecteur. C'est que oui, tu pourrais le traiter moins 130,51. Moi, je préfère traiter la grandeur parce que pourquoi je me ferais chier avec des négatifs? Je préfère la grandeur. La longueur, c'est 130,51.
OK, donc si on utilise sans le négatif, on va pas avoir de points enlevés durant les... Ça change rien dans les calculs, c'est ça? Il faut que tu fasses tout en vecteur, donc tout avec une direction facile, vers la droite ou vers la gauche, vers le haut, vers le bas, tout avec une direction. Ou que tu fais tout en grandeur, puis là, tu additionnes les affaires qu'il faut que soient additionnées ou tu soustrais les affaires qu'il faut que soient soustraites. OK, c'est bon, merci. De rien. OK. Donc, 14,42 vers la gauche. Et, machine. 18,54 vers la droite. C'est comme si dans les faits, tu tirais vers la droite de 18,54 moins 14,42. Donc, de 4,12 newtons. Ça veut donc dire que forcément, ta force de frottement va aller vers la gauche. On va mettre une force de frottement pour le fun de 0,025. Sinon, je pense que mon problème ne marchera pas. C'est vraiment un très, très petit frottement, genre la glace. Quelle est la force de frottement? La force de frottement, c'est égal à la force perpendiculaire multipliée par mu. Dans ce cas-ci, la force perpendiculaire, c'est 130,51. Pas 147, parce qu'il y a une partie de la force qui tirait vers le bas qui a été annulée par M. Morin puis moi. Donc, 130,51 fois 0,025, ça donne donc une force de frottement de, puis j'ai quand même bien fait de le diviser par 10, de 3,26. Ça veut donc dire que le résultat des forces en X, celle-là, c'est 0,85. Parce que c'est 4,12. 3,26 de ce bord-là. Donc, le résultat, ça me donnerait ici 0,85. Donc, mon accélération, ce serait quoi? F égale ma. Ma force, c'est 0,85. Est égale à une masse de 15 kg fois A. Donc, une accélération de 0,057 mètres par seconde carré. Est-ce qu'il y a des questions? Mademoiselle Touabi. Oh non, c'était tantôt, c'est bon. OK. Salut, Perla. Allô. Ma question, c'est comment est-ce que vous êtes arrivé de 14,42 à 3,26 et la même chose pour le 18? 14,42 à En haut. 3,20. Ah, c'est pas la même force, ça. Ça, puis ça, c'est pas la même affaire, là. Le 4,12 ici, le 4,12, il vient du 18,54 par là, moins 14,42, donc 4,12. Il vient de ça avec ça. Ça va? Et c'est quoi le 3,26? Le 3,26, il vient du calcul de ma force de frottement ici. Donc, 130,51 multiplié par mu, qui est de 0,025. Ok, merci. Puis, il s'en va de l'autre bord parce que comme la somme de mes deux forces s'en va vers la droite, forcément, mon mouvement s'en va vers la droite. Donc, mon frottement doit s'opposer en allant vers la gauche. C'est bon? Merci. Mademoiselle Touabi, avez-vous encore une question? Oui, vous avez changé le coefficient de Ouais, j'avais frottement. 0,25. Ouais, après, vous l'avez changé. Pourquoi? Parce que sinon, ça m'aurait donné une force de frottement de 32,6.
Mais comme j'avais une force par là de 4,12, ça m'aurait donné un équilibre statique. C'est pas nécessairement ce que je voulais. OK, merci. Mademoiselle Waden. Le 0,85, il vient de la force gravitationnelle. Il vient de quoi? De ça ici, j'ai 4,12 par là. Ma force de frottement, c'est Ah, ok, ouais, 3,26 parfait, par parfait. là. Ok, ouais, je pensais qu'ils avaient fait genre 4,12 plus 0,25 moins 3,26. Mais non, c'est bon. Non, Parfait, merci. c'est pas ça que j'ai fait. Non, je suis désolée, merci. De rien. Monsieur, à vous d'accord? Monsieur, est-ce que vous pouvez m'expliquer rapidement pourquoi dans cette situation, il n'y a pas de force normale? Ah non, il y en aurait une force normale. Mais la force normale, Il y c'est aurait une pas. force normale équivalente à 130,51. Fait que ça s'annulerait pas techniquement. Oui, ça s'annulerait. C'est pour ça que l'objet, il n'est pas en train de rentrer dans le sol. C'est bon, je comprends. On l'a pas inclus de toute façon dans le calcul, je viens juste à voir. Merci. De rien. Mademoiselle Savaria. Je continue avec ce que Shanaise avait dit. Vu que la force de frottement serait plus grande, elle serait genre 32, puis que genre l'autre force, ça serait genre de 4, je comprends pas comment ça pourrait être un équilibre statique si notre force de frottement serait vraiment plus grande que l'autre force. Ben, parce que la force de frottement, elle s'oppose au mouvement. Mais s'il n'y a pas de mouvement, elle ne peut pas s'opposer. Ah, ok, d'accord. Tu sais, mettons, là, ton frigo, dans le moment, il y a une force de frottement par rapport au sol qui est vraiment plus grande que la force que tu es en train de mettre dessus. Notamment parce que tu n'es pas en train de mettre de force dessus. On est d'accord? Oui. Mais si tu pousses juste un petit peu dessus, là, il ne bougera pas parce que ta force de frottement est plus grande que ta force de déplacement. Ça ne veut pas dire que si tu pousses dessus avec l'intention de l'amener vers la droite, mettons, que la force de frottement va faire en sorte qu'il va se déplacer vers la gauche. Ce serait mauditement pas pratique. Tu serais obligé de courir après. Puis tu ne veux Ok, pas courir d'accord. après ton frigo. C'est pas le fun de Ouais. courir après son frigo. Non, c'est pas le fun. Est-ce qu'il y a d'autres questions? S'il n'y a pas d'autres questions. Oui, en fait, j'ai une question. Oui. Encore, j'avais déjà demandé ces questions, mais juste m'assurer de votre réponse. C'est la force efficace. C'est pas nécessairement toujours en X, c'est ça? Ou c'est toujours en X? Non. Non, dans la situation où tu es en train de soulever quelque chose vers le haut de même, qu'il n'y a pas de. Tu n'es pas sur une surface, tu n'es pas sur une pente où ta force efficace est vers le haut. OK, mais ça serait pas la force normale aussi? Non, la force normale, c'est automatiquement la force qui est perpendiculaire à une surface et qui s'en éloigne. C'est qu'il faut que tu ailles une OK. surface. Ah, OK, donc une T'sais, ta force surface. normale, elle peut être de même. Là. OK. OK, donc, OK, donc il faut qu'il y ait une surface pour Ouais. qu'il y ait la force normale et la force gravitationnelle. C'est ça ou non? Oh, attends, alors, dis ça. La force normale et la force gravitationnelle, est-ce que les deux doivent avoir une surface pour que ça Non, soit non, regarde, comme... elle, là, est en train de descendre. là. Il n'y a pas de surface. La force gravitationnelle, elle existe tout le temps. Surface, pas de surface. OK, donc c'est juste la force normale qui dépend de la surface. Oui, OK, merci. de rien. Mademoiselle Waden. La force normale, elle sert à quoi dans un problème? Ben souvent, elle va servir à équilibrer la force perpendiculaire. Ok, dans notre cas, c'est pour pas que la boîte décolle. Ouais. Ok, parfait, parfait, mais on sait jamais vraiment utiliser la force normale pour trouver une réponse, non? Non, Ok, parfait, merci. de rien.
Mademoiselle Savaria. Si on retourne dans genre l'autre problème là, qu'on avait fait le premier, genre dans la force genre efficace là-dedans, est-ce que genre dans tous les problèmes avec un plan incliné, on peut considérer que la force efficace ça va aller vers le bas? Oui, Ok, merci. de rien. Mademoiselle Slimane. Oui, j'ai une question. Deux questions d'ailleurs. La force efficace, ça se définit comment? C'est la force qui est parallèle au mouvement. Mais qui est toujours, on lève vers le haut, vers un angle, peu importe, ça. Parallèle au mouvement. OK. Et aussi, c'est quoi vraiment le lien entre la tension puis l'équilibre statique? Parce que, comme, quand on est en équilibre, comme la force en Y, c'est 0, puis la tension, ça ne monte pas nécessairement vers le haut. Puis là, dans le cahier blanc, il y a un numéro où est-ce que, genre, il y a une force en tension, puis c'est incliné. C'est genre, ça tire, c'est en poulie. Puis on dit que la force gravitationnelle, elle est égale à la force en Y de la force de tension. Je comprends pas pourquoi. Ah, c'est celui avec le poteau? Oui, exactement. Ouais, il y a une erreur dans celle-là. Dans les faits, ta force gravitationnelle ici, c'est égal à ta tension là. Puis là. Puis là, parce que ta force gravitationnelle est égale à ta tension. Puis tu as la même tension partout. C'est que c'est pas vraiment égal à la force en Y. Mais là, pour avoir un équilibre, ça implique que ton poteau exerce lui aussi une force en Y. OK, mais à la fin, ça veut dire la force résultante en Y, ce ne serait pas 0. Oui. Oui, ça Oui, fait égal à... Ben oui. Mais comment la Parce que tu force... as 3 forces en Y. Tu as la force en Y de la tension. Mettons, tu as le bout du poteau qui est comme ça. Ouais. Tu as la force, la composante en Y de la tension. Tu as la force gravitationnelle. Puis tu as le poteau qui va venir contrebalancer la différence entre ça et ça. La force en Y du poteau. Ah, le poteau aussi va exercer une force. Oui. Et c'est pas inclus dans celle de la tension, donc avec la poulie. Non. OK. Donc, quand on dit genre en équilibre, là, on peut avoir une force comme en diagonale. Dans ce cas-ci, genre la tension peut être égale à une force qui est comme verticale. Oui. Mais le poteau aussi exerce une force. Tu as 3 forces là-dedans qui sont exercées. Tirer, le poteau, puis la force gravitationnelle. OK, puis on inclut le poteau avec la tension. Oui. Donc, c'est la tension plus le poteau qui est égal à la force gravitationnelle ou la force gravitationnelle est égale à la tension et est égale au poteau? Non, mais tu as ton poteau. Tu as ici, là, fais ton schéma de force, tu as la force gravitationnelle qui est, là, mettons, 98 newtons. C'est que ta tension ici, elle est égale à 98 newtons. Oui. Et là, tu as 2 composantes à ça. Là. La composante en X, la composante en Y. La composante en Y, elle est forcément plus petite que 98, là, mais 40, mettons. Mais là, c'est quoi la somme de tes forces vers le haut dans ce cas-ci? 98 vers le bas, 40 vers le haut, tu as un problème. Parce que ça voudrait dire que tout est en train de descendre. Ça ne marche pas. Il faut que tu aies quelque chose qui le maintienne vers le haut. Et ce qui le maintient vers le haut, c'est la force que le poteau met en Y. Oh, OK, je comprends. Merci beaucoup. De rien. Mademoiselle Durand. C'est bon, c'était la même question que Michel. Monsieur Petrazzoli. Moi, je comprends pas exactement ce qu'est la différence entre la force normale et la force perpendiculaire. L'action est opposée.
C'est pas mal la seule différence majeure. La force perpendiculaire va essayer de faire rentrer le bloc dans la surface. La force normale, elle, va s'opposer à ça, puis essayer de faire s'éloigner le bloc de la surface. Et la valeur de la force normale sera toujours équivalente à la force qui tire vers la surface. Là, après ça, ça se peut que tu ailles des composantes en Y de certaines forces qui viennent jouer là-dedans. Tu me suis? Ouais. Mais au final, tu vas faire l'addition de ces forces-là, puis ça va faire en sorte que, mettons, ça tire comme ça, mais ta force normale va être tirée comme ça. Équivalente, mais en direction inverse. OK. Mais si, exemple, tu étais sur une surface plane, Mm-hmm. ça veut dire que il n'y aurait pas de force perpendiculaire parce que ça, c'est la. Ben oui, il y en a une. Ta force de gravité, elle tire vers le bas. Ouais. Elle est perpendiculaire à la surface. Ouais. Mais tu vas avoir une force perpendiculaire à la surface vers le haut. Pourquoi vers le haut? Pour s'opposer à la force qui tire vers le bas. Parce que sinon, oublie pas, F égale ma. Il faut que tu aies un équilibre de zéro, sinon ça veut dire que tu vas vivre une accélération de plus en plus grande vers le bas. Tu sais, mettons que tu montes sur une table. Tu n'es pas en train de subir une accélération de plus en plus, ben pas une vitesse de plus en plus grande vers le bas. Tu es statique verticalement. On est d'accord? Ouais. Parce que si tu as une force vers le bas de, je sais pas moi, 490 newtons, ben, la table, elle te repousse vers le haut de 490 newtons. Ça qu'au final, verticalement, tu ne subis aucune force. OK. Ça fait du sens. Mais si je mets dans tes mains une masse de plus, c'est que là, tu n'es plus à 490 newtons. Tu es rendu à 590 newtons. Ben, la rigidité de la table fait en sorte que la table va te donner 590 newtons. Elle va tout le temps te donner l'équivalent, mais dans l'autre direction. OK. À moins que là, vraiment, tu montes dessus avec vraiment trop de masse. Dans ce cas-là, elle va juste casser. Ouais. OK. Merci. De rien, Mademoiselle Waddle. Ouais, désolé. La force efficace, exemple, est-ce qu'on peut retourner à l'ancien numéro, le premier qu'on a fait ensemble? Tout est possible. Pardon? Tout est possible. OK. Mais pour la force... non, l'autre numéro, ouais. La force efficace, dans notre cas, est située où? Attendez, ça bug. C'est où la force efficace? OK, ouais. J'ai rien fait encore. Ah, OK. C'est elle, la force efficace. La force efficace gravitationnelle, c'est elle. Mais on a dit que c'est par rapport au mouvement. Mais Ben le oui, mouvement mais est ton là. mouvement. Non, parallèle. C'est ça que j'expliquais en haut. Ah, Parallèle OK. au mouvement. OK, ouais, Indépendant de la direction du mouvement. OK, ouais, c'est ça. OK, ouais, parfait. Parce que, OK, parfait, merci. De rien. Mademoiselle Tran. Ok, c'est par rapport au même truc que Michel tantôt, là, f y est égal à 0. Ouais. Je me rappelle plus. C'est celle-là. Ouais. Ok, au fond, genre, la masse est comme sur un fil, genre en bas de la poulie. Ouais. Elle est Fait là. ok, ouais. Fait que FG, c'est comme en bas. Genre, le vecteur FG, c'est en bas. Ouais. Puis la tension est en haut de la masse. Ouais. Mais pourquoi on compte pas ça dans la somme? Mais parce que rendu ici, la force va être comme ça. Tu sais, dans les faits, là, une corde, là, elle se fait tirer des deux bords en même temps. Ok, ouais. Ok. Ok, c'est bon, merci. De rien.
Il ne semble pas y avoir d'autres questions. Moi, je pense que j'ai manqué des affaires dans le chat, peut-être. Ah non, M. Morin a répondu. S'il n'y a pas d'autres questions, je vais vous laisser partir. Bonne fin de journée. C'était le fun de vous voir. Merci, monsieur. Bonne journée. Soirée. Bonne journée. Mademoiselle Tran, avez-vous encore une question? Non. Mademoiselle Touabi. C'est juste que je vous avais envoyé ma démarche sur Remind et vous m'avez dit que c'est bon, mais je comprends toujours pas pourquoi j'ai fait cette démarche, en fait. 2 secondes, je vais retourner là-dessus. Dans le fond, là, ce numéro-là, je peux le faire vite, vite. Il y en a peut-être qui vont trouver ça intéressant. Puis les autres, tant pis pour eux! De toute façon, les autres sont partis. OK. Ah, c'est pas la bonne page. Ah, il est là. Ah, c'est pas la bonne page. Ah, voilà. OK. Calculer l'accélération d'un bloc qui glisse le long d'un plan incliné à 30 degrés et mu est égal à 0,2. Alors, on sait que notre bloc va subir une accélération ici, FG. Et là, il va avoir 2 composantes. FG sin de 30, comme ça. Puis FG cos de 30, qui va être ma force perpendiculaire, comme ça. Et je sais que je vais avoir donc une force de frottement ici, qui va être égale à mu multiplié par FG cos de 30, parce que c'est ma force perpendiculaire. Donc, ma force résultante est égale à FG sin de 30 plus mu fois FG cos de 30. Ma force résultante, c'est la masse fois l'accélération résultante. C'est égal à FG, c'est la masse fois la gravité sin de 30, plus 0,2, ça c'est mu, fois FG, ça c'est la masse fois la gravité, je vais laisser ça de même, cos de 30. Et là, ça donne donc la masse fois l'accélération résultante, c'est égal. Et je vais mettre mon M entre parenthèses. M fois G, c'est 9,8 sin de 30, plus 0,2 fois 9,8 fois cos de 30. Et ben là, je peux aller simplifier mes M. Ça fait que mon accélération résultante, c'est égal à 9,8 sin de 30 plus 0,2 fois 9,8 fois cos de 30. C'est bon? Oui, merci beaucoup. Bonne soirée. Pareillement. Est-ce que ça vous dérangerait de faire un numéro du cahier blanc? Non, ça me dérange pas tout. Numéro 113.
Un camion se déplaçant à 5 km/h transporte une poutre d'acier reposant sur un plancher de bois. Quel est le temps minimum de freinage duquel le camion puisse parvenir à s'arrêter sans que la poutre ne se déplace vers l'avant? Le coefficient de frottement statique sur le bois est de 0,5. Ça consiste que la force de frottement, c'est égal à mu fois la force gravitationnelle. Donc, dans ce cas-ci, la masse, parce que c'est plat, évidemment, multiplié par 9,8. Donc, la force de frottement va être égale à 0,5 fois la masse fois 9,8. Ça, c'est ma force de frottement, là, dans le fond. Mon camion, ça, c'est retenu là-dessus. Dès que mon accélération va être plus grande que mon frottement, ben, ça veut dire que ma planche, elle va rapetisser. Il faut que mon accélération réelle soit, en fait, ma masse fois l'accélération réelle, donc ma force réelle, soit égale ou plus petite que la force de frottement. Donc, ma force de frottement... Excusez, pardon, quoi? J'ai pas compris. OK. Dans le moment, tu as une force de frottement entre ton bloc et la surface qui l'empêche de bouger. C'est bon? Ouais. Si ta force par là, donc ta force réelle, qui est égale à la masse multipliée par ton accélération réelle, si ça, c'est plus grand que la force de frottement qui est là, ben ça va se déplacer par là. À cause de F égale MA. Ça va? Ouais. OK. Donc, ma force de frottement doit être égale à ma force réelle. Ma force de frottement, c'est 0,5 fois M fois 9,8, qui est égale à ma force réelle, M fois l'accélération réelle. Bien, mes masses s'annulent. Ça me donne 4,9, qui est mon accélération réelle. Ça va? Ouais. J'ai ma vitesse initiale, VI. J'ai mon accélération. J'ai ma vitesse finale. Ben, je peux trouver delta T. Ok, c'est bon, merci. De rien. Raph, t'avais-tu une question? Est-ce quelqu'un qui avait une question? J'avais une question pour le numéro 115, moi. Parce que je comprends pas comment le faire. Ben, Raph, fais-le pas. C'est une blague, évidemment. Ah, mais il était compliqué, lui, il me semble qu'il y avait bien de la gemme. Ah non, il n'est pas fait. OK. Donc, tu as une masse de 145 kg fois 9,8. « 1421 newtons vers le bas. » Ça va? Ouais. Ça, tu sais que ça ici, plus ça ici, donc F1 en Y, F2 en Y, tu sais que F1 en Y plus F2 en Y, il faut que ça donne 1421 newtons. Ouais. Et tu sais que F1 en X, ça doit être égal à F2 en X. T'sais, il faut seulement que ça et ça, ce soit égal. Pour que ça donne 0. Et voilà. Donc, puis oui, il y a de l'algèbre, c'est sûr, je ne le fais pas tout, Raph. Il est rendu 9h15, ça ne me tentera pas de faire toute cette algèbre-là, mais je vais quand même te mettre les équations, il te reste juste à le calculer. Ça, c'est ma tension 1, puis ça, c'est ma tension 2. C'est bon? Ouais. Alors, ma force 1 en Y, on s'entend que c'est T1 cos de 23 plus
T2 cos de 46 est égal à 1421. Oui. Et ici, T1 sin de 23 est égal à T2 sin de 46. Donc, T1 est égal à T2 sin de 46 sur sin de 23. Ça va? Ouais. Tu prends ça, tu remplaces T1. Là, tu commences à moins m'aimer déjà. Hein? Ça donne T2 sin de 46 sur sin de 23. Ça, c'est l'équivalent de T1 multiplié par cos de 23 plus T2 cos de 46 est égal à 1421. Il reste juste à isoler T2. Ok. Est-ce que vous pouvez dézoomer un peu pour que je puisse prendre un screenshot? Oui. Merci beaucoup. De rien. Bonne fin de soirée. Pareillement. Alicia. OK. Un objet, c'est pas sur une pente, que, mettons, l'objet, il est juste dans le vide, genre, mettons, sur une corde, là, il se suspend sur une corde. Ouais. Et FG, ça va être la même affaire que FGY. Oui. OK. Puis deuxièmement aussi, ce que vous aviez expliqué tantôt à Michel, je pense que je me suis reperdue en repensant, mais j'avais compris. Mais pour le numéro du poteau, Ouais. dans le fond, quand ça demande la force résultante du poteau, c'est parce que il y a la force en Y du triangle va être plus petite que la force gravitationnelle. Fait que le poteau va forcer pour balancer. Ouais. OK. OK, c'est bon, j'ai compris. Good. OK, merci. Salut. Pareillement. Est-ce qu'on peut faire un dernier numéro? Ben oui. 117. Oh. Est-ce que je l'ai? Attends un peu. Ouais. OK. Un cerf-volant pèse 200 grammes. La tension à la corde est de 10 newtons. Quand il fait un angle de 40 degrés avec l'horizontale. C'est que tu as un cerf-volant. Avec un angle ici de 40 degrés et tu as 10 newtons dans la corde. Le cerf-volant, il pèse 0,2 kg. Donc, 1,96 newtons. Ça va? Ouais. OK. Tu peux aller trouver la composante. Tu sais, toi, tu tires par là. C'est que tu peux aller trouver la composante en X puis en Y avec 10 cos de 40 puis 10 sin de 40. Donc, 7,66. 6,43. C'est bon? Ouais. OK. C'est que dans le fond, puis tu as le vent là, qui, lui, pousse de même. Il pousse comment, le vent? Ben, le vent, il faut qu'il contrebalance 1,96 vers le bas, 6,43 vers le bas, puis 7,66. C'est qu'il faut qu'il fasse combien, le vent? Ben, il faut qu'il fasse 7,66 vers la gauche, puis 6,43 plus 1,96, 8,39 vers le haut. Pythagore, puis l'angle. Ok, c'est bon, merci. De rien. Bonne journée.
Bonne journée.